Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangweya Congo, chaîne ou informa Cabino sur tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, vous qui êtes des Congolais, que déjà le 30 juin, en tout cas, il y a 60e anniversaire, il y a indépendance, il y a un beau cannabis au Mboka Congo. Mais qu'est-ce qui a changé après 60 ans? Est-ce que le bilan, il est positif, il est négatif? Est-ce que le Congo, il est réellement indépendant ou le Congo continue à dépendre, à tendre toujours la main vers les Occidentaux, les Européens, mais aussi audition et à ministre et à justice où il est cas qui me commis balé ou tu koleka bino moko bolandi ba réaction où il bimi de gauche à droite c'est ce qui ministre à saleli mikanda wana ndenge ya bosolo. Pourquoi quand mususu ekobanga, pourquoi bato bakozala délégué pona kokende ko accompagner ministre na o etali bongo bisika ba invita ki to komeka kolobela ngo na nzela ya Sangweya Congo to kolobela pe o etali bongo ba réaction ya bato ya FCC toujours banda makambo ba manifestation au pouvoir projet etc. Bino mo bozolanda en tout cas to pesa bino na ba détail ndenge za koleka eza makambo eza mbilinga mingi ya wana to lingi to croiser braté to kuta na pe na société civile ou eza bongo partie prenante kati na gestion ya mboka na biso to yambi pona bino lelo moko ya ba yi société civile Christopher Ngoyimbo te pe boye bonamu mbote mama bato le pona kondima ko ya na mtuna na biso motuna ya liboso. Est-ce que la RDC est indépendante ou est dépendante? Oui, c'est une question très délicate. La RDC a accédé à sa souveraineté, donc à son indépendance depuis 1960. Cela voudrait dire que les colonisateurs étaient partis déjà en 60 et que le pays est géré par nous-mêmes, c'est-à-dire les Congolais. Nous pouvons dire que dans un premier temps, il y a eu ce que nous avons appelé les soubresauts de l'après l'indépendance qui était à mettre en compte dans l'apprentissage. Donc on devait apprendre, on devait se rechercher pour pouvoir s'orienter. Bon, il y a eu malheureusement des guerres ayant entraîné. La première guerre là, c'était une guerre civile qui a ravagé une grande partie du territoire national en emportant plus de 500 000 morts. C'était trop, pensions-nous. Et il y a eu le maréchal Mobutu qui avait réussi à mater toutes ces rébellions, mais malheureusement a imposé une dictature très sanguinaire. Il a géré et il a géré sans partage, mais malheureusement, encore une fois, après un bon départ du point de vue de la gestion, après un temps, il s'est laissé emporter par les courtisans et puis il a relâché et s'est instauré une mégestion qui ne dit pas son nom, qui avait plongé le pays dans une dette extérieure et voire même intérieure très très élevée. Et il y a eu une réaction avec, parmi tant d'autres, celle de 13 parlementaires avait marqué l'histoire, qui ont conduit à la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et c'était une pression qui, dans les années 80, ont fini par permettre au pays de parler de démocratie. Mais c'était une démocratie de façade parce que en 90, 91, 92, on était dans cette tourmente-là. Et finalement, la conférence nationale souveraine s'est tenue à cette période et qu'à la fin, malheureusement, on a manqué d'entrain, c'est-à-dire on a manqué une dynamique des acteurs très déterminés à s'affranchir et de l'extérieur et de certaines pesanteurs internes pour réellement engager le pays sur la voie de la démocratie. Alors ça c'était aussi une ratée. Bon, et après la conférence, il y a eu beaucoup de tribulations jusqu'à ce que l'AFDEL est arrivé avec une guerre, bon, sur fond
d'occupation extérieure, c'est-à-dire cette fois-là, ce sont des pays voisins qui avaient des visées sur nos richesses. Et l'AFDEL s'est installé. Malheureusement, a encore plongé le pays dans une dictature qui a entraîné beaucoup de morts et voire même des guerres. La première guerre qui a conduit l'AFDEL au pouvoir, on l'a appelée la guerre de libération parce qu'elle se faisait pratiquement avec l'aval de la population elle-même qui se disait qui pensait, qui escomptait qu'un vent de démocratie devrait souffler sur le pays. Mais malheureusement, une fois installé, il y a eu Mouzé Laurent Désiré Kabila qui était un homme courageux, mais qui n'était pas très démocrate. Bon, mais il a dirigé le pays de main de fer en cherchant à combattre la corruption et d'autres antivaleurs. Mais malheureusement, il n'a pas survécu à la pègre. Il a été assassiné et aujourd'hui, avec le temps, nous pouvons déjà comprendre pourquoi on l'avait assassiné parce qu'on voit sa succession, comment elle s'est comportée. Et pendant à peu près 18 ans, donc le pays a été siphonné, c'est-à-dire nos richesses, sol, sous-sol, et tout le reste est pillé sérieusement. Donc, et finalement, le peuple lui-même s'est pris en charge, vous savez, en cherchant à récupérer son impérium. Et c'est toute cette pression-là qui a conduit à l'alternance pacifique que nous vivons aujourd'hui avec l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Donc, depuis 1960, nous pouvons dire brièvement qu'il y a eu un problème de gouvernance. Le pays n'a pas connu une gouvernance réellement démocratique. Il y a eu un problème d'hommes, c'est-à-dire les acteurs politiques congolais n'ont pas été à la hauteur d'imprimer une marche, d'imposer des principes de gouvernance et de s'imposer à eux-mêmes aussi une discipline qui est basée sur le respect des grandes valeurs démocratiques et républicaines. Mais malheureusement, d'autre part, le peuple congolais, lui, est resté dans la nonchalance. Il a contemplé, il s'est contenté de contempler en se disant, en faisant foi à toutes ces autorités-là, croyant qu'elles devraient bien faire pour que lui puisse se retrouver. Et tout aujourd'hui saute aux yeux que ces gens n'ont travaillé que pour leurs propres intérêts, ignorant superbement les aspirations du peuple et voire même ses intérêts. Foulard aux pieds les droits de l'homme et tout le reste. Donc, il y a eu ça et également la manière dont ces gens devraient accéder au pouvoir. Pendant la dictature, on pouvait comprendre qu'il y avait un timonier qui décidait, qui nommait qui il voulait. Mais lorsque il y a eu le vent de la démocratie, et la démocratie voudrait dire qu'il devait y avoir des principes beaucoup plus objectifs permettant au peuple de se choisir ses dirigeants et de permettre à ce que ces dirigeants-là, une fois dans les institutions, soient redevables à ce même peuple. Cela n'a pas été de mise. C'est-à-dire, il y a eu des grandes faiblesses, il y a eu une instrumentalisation d'une instance comme la CENI, sans pour autant ignorer d'autres instances d'appel à la démocratie. Et cela a biaisé tout le système. C'est-à-dire quoi? Des gens sont entrés dans les institutions pour pouvoir gérer l'État, alors qu'ils n'avaient pas qualité, ils n'étaient pas régulièrement désignés par la population, qui est le souverain primaire, et ils se sont contentés de satisfaire ceux qui les avaient positionnés dans ces institutions. N'est-ce pas que la société civile, elle aussi, a participé à tout ce que vous dites là? D'où vient Corneille Nangaa? C'est de notre responsabilité, parce que la société civile, certaines tendances, se sont laissées bercer par cette possibilité-là d'accéder à certains avantages. Mais la société civile, la RDC, que nous présidons aujourd'hui, est restée en dehors de tout ça. Elle s'est battue et jusqu'aujourd'hui, c'est elle qui est à l'avant-plan, donc à la pointe, pour que les choses changent. Et nous avons des hauts faits de combat qui ne sont pas à ignorer. Vous citez Nyanga, mais avant que Nyanga vienne, il y a eu Ngoï Mulunda, que nous avions évincé à travers une pétition qui avait récolté plus de 80 000 signatures. Nous étions revenus à la charge contre Malou Malou.
Et bon, Dieu a disposé de lui à sa manière. Et voilà que Nanga est arrivé. Nanga était déjà dans son intelligence, dans sa stratégie. Et il est arrivé. Nous avons combattu Nanga. Nous avons combattu Nanga. Et j'aimerais également souligner que dans la foulée, la stratégie de M. Kabila consistait à ne pas organiser des élections après son deuxième mandat. Et là, nous étions opposés. Le terme glissement est venu de nous. C'est nous alors qui avons compris cette stratégie et qui avions mis en place les mécanismes et les moyens pour le contraindre à ne pas glisser. Et nous l'avions fait, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Nous sommes société civile. Et c'est pour dire que jusqu'aujourd'hui, nous avons entrepris sur le terrain ou bien dans le domaine du civisme électoral, nous avons entrepris dans le domaine de la responsabilisation du souverain primaire pour qu'il puisse jouer son rôle constitutionnel afin que la redevabilité, qui est cette magie-là qui permet à la démocratie d'être opérante, puisse avoir lieu dans notre pays. N'oubliez pas que le Congo s'appelle République démocratique du Congo. Et la démocratie traîne à prendre pied dans notre pays. Et c'est une aberration qui est à la base de notre malheur. Oui, la société civile aujourd'hui est en train de chercher à redresser la situation et avec tout ce que nous entreprenons. D'une façon brève, d'une façon très brève, parce que là vous avez pas mal étalé beaucoup de défauts et aussi qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que je souligne que pendant les 60 ans, la société civile a existé aux côtés de toutes sortes de gouvernements que nous avons vécu ici au Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour faire développer les pays et surtout rendre les pays d'une façon pragmatique, indépendante? Il faut commencer par réhabiliter le souverain primaire, c'est-à-dire le rendre réellement souverain. Tant qu'on lui dit qu'écoutez, il est apolitique. On dit qu'il est apolitique, alors que c'est lui qui est imbu du pouvoir politique qu'il transmet à ses représentants qui vont dans les institutions de l'État pour pouvoir faire en sorte que l'État soit performant et lui rendre service, lui retourner le bonheur, le bien-être, le développement. Mais malheureusement, dans le commun de la société civile, il y a des amis qui continuent à véhiculer des aberrations comme quoi le peuple ou la population de la société civile est apolitique. Non, la politique est une thématique de la société civile. Autant l'État est une émanation de la société civile. Et là, nous devons nous entendre. Il faut considérer, instaurer ces paradigmes, s'approprier de ces paradigmes. Et la politique n'est pas à confondre avec ce qui s'est fait actuellement des combines des bas niveaux, des combines de salons et tout ça pour des positionnements, pour pouvoir tirer le maximum des profits partisans. Et là, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est un art. La politique, c'est une science qui permet à un peuple paumé, divisé, à pouvoir se ramasser, s'orienter et s'ordonner pour une fin supérieure, qui est son bien-être. Et c'est ça la politique. Et quand vous nous dites que nous sommes apolitiques, alors nous ne comprenons pas. Alors que c'est nous qui votons les gens, c'est nous qui donnons cette souveraineté-là qui nous est reconnue par la Constitution. Elle entre en œuvre, elle se manifeste, elle agit en tant que politique. Cette souveraineté-là, son exercice, c'est un acte politique. Mais vous dites à celui qui choisit, qui pose l'acte politique, qui désigne, qui donne le pouvoir à un représentant qui va entrer dans les institutions, vous lui dites que lui, il n'est pas détenteur d'un pouvoir. Alors, quel pouvoir transmet-il à ses représentants pour qu'ils aillent représenter les institutions publiques? Ce sont des aberrations. Nous devons sortir de ces aberrations-là. Et sortir de ces aberrations, c'est-à-dire responsabiliser réellement le souverain primaire. Qu'il comprenne que c'est lui qui a la toute première souveraineté. C'est lui qui a la première décision. C'est lui qui doit orienter les choses telles qu'il entend et pour son intérêt. C'est alors que les choses vont changer. C'est alors que même au niveau du mécanisme qui permet aux gens d'accéder aux institutions de l'État à travers les élections, là je voudrais parler de la CENI, il y aura la transparence et c'est cette transparence qui fera en sorte que
la redevabilité, le fait de rendre compte, soit de mise, c'est ce qui va conditionner les élus ou les représentants qui sont dans les institutions à comprendre qu'ils ne sont que des envoyés d'un peuple auprès de qui ils doivent rendre compte, auprès de qui ils doivent retourner à la fin de leur mandat, à la fin de chaque législature, pour aller demander encore le renouvellement de sa confiance ou une nouvelle confiance. Donc, c'est cela qui peut faire, c'est cela la magie qui peut faire en sorte que les choses puissent marcher. C'est là la magie, on vous comprend. Parlons cette fois de l'audition du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. Pourquoi autant d'agitation du côté du FCC après cette audition? Eux-mêmes savent pourquoi ils s'agitent. Parce que la justice, elle est juste. Elle est transparente. Elle met la main que sur des gens qui sont auteurs d'infractions. Et ici, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a été interpellé pour des faits graves. Des faits graves, c'est-à-dire c'est le faux et usage des faux. Et qui se sont matérialisés ou articulés comment? Il y a eu une proposition de loi qui devrait normalement être discutée au niveau du gouvernement. Et comme des procédures, le gouvernement devrait donner son avis favorable et transmettre le dossier au bureau de l'Assemblée nationale. Mais ce dossier s'est retrouvé au bureau de l'Assemblée nationale et même envoyé à la commission PAJ et a défrayé la chronique avec toutes les passions qui se sont déchaînées. Mais lorsque le gouvernement a voulu tabler là-dessus, il se rendra compte que c'était sans objet parce que le dossier était déjà transmis avec l'avis favorable du gouvernement, alors qu'il n'a jamais été discuté au niveau du gouvernement. Lorsqu'on a voulu savoir par quel mécanisme cet avis favorable a été obtenu, décerné à ce dossier, on a découvert que c'était dans le chef propre et en privé, pour ne pas dire en catémini, du vice-premier ministre en charge de la justice. Et ça, c'est une infraction. Et c'est une violation de la procédure grave parce qu'il s'agit d'un ministre, c'est-à-dire le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est lui qui recèle toute la valeur de la justice. Et c'est celui-là qui se permet ce genre de pratiques rétrogrades. Peut-être qu'il a agi ainsi, par exemple, pour soutenir Aubin Minakou, parce qu'au finish, les propositions de Minakou visent plutôt le ministère de la Justice. Écoutez, Minakou n'est qu'un député. Si selon votre approche, il s'agit d'une combine, d'une intrigue qui a été discutée au sein d'une famille politique, et là, c'est encore grave. C'est-à-dire on confond les affaires partisans avec les affaires d'État. On veut instrumentaliser l'État, privatiser l'État. L'État devient un instrument d'un groupe d'individus qui peuvent manipuler des lois, qui peuvent tout faire, utiliser le positionnement qu'ils ont dans des institutions publiques pour se satisfaire. Et ça, c'est grave. Et c'est pourquoi la justice doit se saisir de ce ministre. Et il doit comparaître en procédure de flagrance et subir la rigueur de la loi. Qu'est-ce qui justifie par exemple la présence d'Aubin Minakou et d'Emmanuel Ramazani Chadari lors de cette audition? Moi, je ne peux pas comprendre que le ministre soit interpellé pour des faits qui sont connus et qu'il lui-même reconnaît, mais curieusement, qu'il y ait un remue-ménage. C'est-à-dire tous ceux qui se sont agglutinés autour de ce dossier, autour de lui, ce sont ses complices. C'est que ce dossier a été concocté dans des officines politiques. Et ces gens se sentant interpellés parce que leur complice est interpellé et il encourt une condamnation en procédure de flagrance, il fallait courir vite, faire pression pour essayer de bloquer la justice. Et là, ils se sont exposés. Parce qu'on comprend qu'on n'a pas des hommes d'État. Quelqu'un qui
Qui commet une pays sommes-nous? Est-ce que respectons-nous les valeurs républicaines? Et c'est pourquoi nous, société civile, nous trouvons que ces amis-là ont perdu la confiance, ont perdu toute notre considération. Et nous considérons qu'il faut que la classe politique puisse être actualisée. Ce n'est plus avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux? Quand le Premier ministre parle toujours par rapport à cette audition, il parle d'une interpellation arbitraire. Il fait allusion à quoi alors qu'il y a faux et usage de faux? Bon, lui-même sait pourquoi. Hein. Pourquoi il parle? Parce qu'il y a une déclaration qui a été faite tard la nuit, qui lui a été attribuée par un soi-disant conseiller ou porte-parole. Mais après, il y a eu des réactions de certains autres conseillers qui relativisent et qui disent même disant même qu'il ne s'agirait pas d'une déclaration du Premier ministre. Tout ça, c'est un flou. Mais le fait qu'il se soit regroupé quelque part avec les complices de cette machination-là, bon, en tout cas, moi je crois que ça lui enlève la crédibilité que nous avions sur lui, du fait de son âge, la sagesse et tout l'aura qu'il a eu à émettre depuis. Nous pensions que nous avons affaire à un homme sage, à un homme intelligent, professeur d'université de surcroît, mais malheureusement, en voyant son activisme, hein, son militantisme dans cette affaire, en tout cas, nous pensons qu'il est temps que les choses changent. Il est temps qu'on trouve des gens, un but de personnalité, des hommes d'État qui doivent présider à la destinée de cette nation. Finalement, quel est l'objectif, par exemple, qui poursuit cette démarche d'Aubin Minakou, c'est-à-dire des propositions de loi? Ça cache quoi derrière, finalement? Bon, M. Minakou, que je respecte beaucoup, je crois que c'est sa nature. Nous, société civile, nous avons une histoire avec lui. Rappelez-vous que lorsque nous avons entrepris la pétition qui avait évincé le pasteur Ngoï Mulunda, le cabinet de Minakou, c'était l'instance, la commission PAJ, nous avons approché pour demander qu'est-ce que nous pensions. Quelle approche avions-nous pour que la CENI soit gérée objectivement et de manière transparente? Nous avions donné un mémo, et dans ce mémo, nous proposions, entre autres, 2 organes au niveau de la structure, qu'il y ait un bureau distinct de l'Assemblée et que l'Assemblée devait être représentative. Et il y avait des mécanismes qui pouvaient vraiment sous-tendre une transparence à toute épreuve. Mais ils ont analysé le document, ils ont trouvé qu'il était bon. Et ils nous l'ont dit. Mais en nous approchant, et ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à nous céder la CENI, que nous fassions tout ce que nous voulions avec la CENI, mais à 2 conditions. Que nous puissions nous organiser pour que eux soient toujours majoritaires dans les assemblées. Que leur chef soit toujours élu, réélu. Et là, nous avions dit que ça ne pouvait pas marcher avec nous. Nous avions décliné. C'est ainsi qu'ils vont inviter toute la société civile, après avoir conditionné certains amis, ils vont nous inviter dans la salle de banquet pour dire niet à l'audit que nous exigeons de la CENI à cette époque, pour dire que, étant donné que la société civile est multiple et puis a plusieurs composantes, eux avaient estimé que ce soit la composante confession religieuse qui puisse prendre la présence de la CENI. Et les gens, surtout les confessions religieuses elles-mêmes, s'étaient vus flattés et avaient agréé la chose. Bon, écoutez, d'autres aussi qui étaient déjà conditionnés avaient poussé dans ce sens, mais sans pour autant savoir qu'il y a des pièges déjà. Cette proposition était truffée de pièges parce qu'au sein de ces compositions religieuses, on mettait les grandes églises dénominationnelles qui sont très bien connues sur le même pied que certaines églises qu'on pouvait facilement manipuler. Et comme résultat, il y a eu M. l'abbé Apollinaire Malumalu qu'on a connu en 2006, dont on connaît les résultats.
et qui est revenu à la charge cette fois-là, pas comme délégué ou candidat de l'Église catholique, parce qu'il est abbé, mais malheureusement, il était présenté, je ne sais pas par un autre groupe, une autre confession. Et il s'est imposé, la configuration s'y prêtait, et on l'a imposé comme président de la CENI. Et nous étions encore revenus à la charge avec une nouvelle pétition, qui a fait qu'il était complètement diminué, et Dieu en a disposé à sa manière. Là, c'était pour relever la perfidie de notre ami Minaku Robin, déjà à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont vu la manière dont la justice a procédé lors des auditions, lors du procès de 100 jours. Ils ont vu que la justice a adopté une indépendance qui les inquiète, parce qu'ils traînent avec eux des casseroles. Ils traînent avec eux des casseroles. Et cette indépendance de la justice les inquiète parce qu'eux-mêmes savent ce qu'ils ont fait à ce pays comme violation des droits de l'homme. Ils savent ce qu'ils ont fait comme des choses, pillage et tout le reste. Alors ils se disent, avec une justice réellement indépendante, personne d'eux ne sera épargné. Et tout simplement, il faut entreprendre pour museler la justice, empêcher à cette justice, donc, c'est-à-dire la soumettre au dictat d'un individu, leur collègue, qui est ministre de la Justice. Donc, c'est une action conjuguée. C'est une action intelligence. C'est une interaction entre ceux qui sont les FCC qui sont à l'Assemblée nationale et puis ceux qui sont de l'autre côté, donc au niveau du gouvernement. Et c'est ainsi qu'ils ont pu poser les actes qui ont violé carrément les principes du point de vue de l'administration et même du point de vue des lois. Ils ont violé et aujourd'hui, leurs amis, se voyant exposés, tous ont accouru pour le protéger parce qu'ils se sentent concernés. Ils se sentent concernés, c'est bien clair, mais au finish, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça et surtout, quelle est la position officielle de la société civile au regard de toutes ces choses? Au finish, bon, nous disons, nous, société civile de la RDC, que nous avons aujourd'hui 60 ans d'indépendance. Demain, nous commémorons le 60e anniversaire d'indépendance. Prenez la vie d'un être humain, c'est-à-dire, il est prêt à entrer dans la retraite, la période de retraite. Il a eu le temps de vivre sa jeunesse, il a eu l'expérience de la jeunesse, il s'est marié, il a fait des enfants et aujourd'hui il a des petits-enfants. Ce n'est plus un enfant. Donc aujourd'hui le pays doit être considéré comme étant mûr politiquement. Il devrait être mûr politiquement, être mûr administrativement, être mûr économiquement, être mûr socialement. Mais nous voyons qu'il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes à la case de départ, rien qu'à explorer l'échelle du PNUD sur le développement humain. Nous sommes au bas de l'échelle. Nous sommes au bas de l'échelle, c'est ça le bilan. Si humainement nous ne sommes pas développés, c'est-à-dire nous avons une espérance de vie la plus courte possible, nous vivons très mal et ce n'est pas à démontrer. Et tout cela, c'est à cause de la classe politique. C'est à cause de nous-mêmes aussi, souverains primaires, qui n'avons pas pris au sérieux notre responsabilité. Nous avons laissé les aventuriers s'installer au pouvoir et c'est pourquoi la société civile de la RDC aujourd'hui dit non. On doit arrêter. Et on doit arrêter avec ça. On ne veut plus, on n'acceptera plus ça. La population s'est levée pour protester contre ces propositions de loi. On ne vous a pas vu sur le terrain de la société civile. Levée, oui. Et nous serons parler du peuple demain, avec cette même population, cette fois-ci, dans sa grande majorité. Pour dire non à tout ça.
pour dire non à un exercice de l'activité politique réservé à une classe, des gens malheureusement irrespectueux des valeurs, dans l'indifférence totale de la population, pourtant souverain primaire, mais à quoi on dit qu'elle est apolitique. Et ça sont des aberrations desquelles nous devons sortir. Et maintenant, là, nous disons, c'est fini tout ça. Nous allons arrêter ça. Le peuple souverain doit prendre ses responsabilités. Il doit arrêter ça. Toutes ces coalitions-là qui se mettent en interaction pour tirer avantage au détriment de toute la population, nous disons ça ne nous concerne plus. Nous sommes souverains primaires et le président de la République que nous avons élu au suffrage universel direct, nous allons lui adresser un message. Nous lui demandons de se défaire de toutes ces pesanteurs-là, les coalitions, cohabitations et tout ça. Le peuple n'y trouve pas son compte. Et la majorité, la grande majorité, l'écrasante majorité du peuple congolais n'est pas représentée de ces institutions-là. Parce qu'ils bouffent énormément d'argent et ils passent le temps à chercher comment encore bouffer le plus possible. Et là, nous disons niet. Votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est que j'encourage le peuple congolais à ne pas perdre l'espoir, à considérer qu'il est réellement souverain. Mais la souveraineté s'use, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser, cette souveraineté. Elle n'est pas un slogan, il faut l'utiliser. Il faut agir, il faut sortir de la nonchalance, il faut être actif, il faut être réactif bien sûr, préactif et beaucoup mieux proactif. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle que c'était Christopher Ngoï, coordinateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Bonne fête de l'indépendance à vous tous, si possible, parce que voilà, il faut commémorer, il faut se souvenir et surtout prendre conscience. Écoutez, méditer sur la vie, sur les 60 ans d'indépendance, parce que les gens vont fêter quoi? Nous sommes au bas de l'échelle d'indice de développement humain. C'est-à-dire la souffrance n'est pas à démontrer. Nous croupissons dans la misère, nous allons fêter quoi? Et c'est pourquoi moi nous invitons la société civile à RDC, vous invite tous au palais du peuple, c'est notre palais. À quelle heure demain? Demain à 8h. Demain à 8h, oui. Voilà, le message il est clair et il est passé. Donc vous qui êtes souple, si vous pouvez, allez-y en tout cas, accompagner la société civile, c'est pour l'intérêt du pays. Merci à Moura qui était derrière la caméra. À bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.